Bonjour tout le monde. On vous remercie d'être resté avec nous pour continuer la journée avec cette deuxième session. Et comme on l'a dit, qui va porter sur, on va dire, le cadre légal et institutionnel. Je pense que vous avez compris que tout au cours des deux journées là qu'on a eues ce matin aussi, que un élément important, si on veut aller vers une transition énergétique, vers la décarbonation, vers aussi l'IA, il faudra des investissements et des investissements importants. D'autant qu'avec ça partagé sur Twitter, je pense que c'est ce matin ou hier soir, qu'on a eu une étude qui a estimé qu'il fallait environ 1,6 milliard de dollars si on veut électrifier tout le monde en Haïti, sans prendre en compte les besoins de renforcer, de renouveler le réseau. C'est-à-dire si on se focus l'accent se met l'accent surtout sur les volets et mini-réseaux et hors réseau surtout. Maintenant, si on prend maintenant en compte le fait qu'il faut aussi renforcer le réseau, investir dans le réseau, rendre le réseau plus fiable. Donc, on va dépasser seulement les 2 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'investissement. Et on l'a vu ce matin aussi avec Frédéric Verdol, que les investissements vont venir de différentes sources, à la fois du secteur public qui comprend les gouvernements, mais aussi les partenaires techniques et financiers, mais surtout du secteur privé. Maintenant, la session qu'on va voir maintenant a peut-être d'autres objectifs. C'est de comprendre l'état actuel du cadre de en Haïti, en lien avec les projets et les projets énergétiques. Analyser avec les experts qui vont intervenir comment on pourrait faciliter l'investissement, comment voir ce cadre doit passer l'investissement dans l'énergie. Et aussi, on voulait attirer l'aspect sur un point sur lequel on le fait toujours pour toutes les éditions, c'est de montrer que il faut plus que des ingénieurs sur l'énergie. Il faut des ingénieurs, certes, mais il faut aussi d'autres expertises en économie, en questions légales et juridiques, si on veut développer cette énergie en Haïti et passer du statut qu'on a là à un secteur qui est solide, développé et qui peut satisfaire les besoins de la population. Donc, pour la session de ce matin, donc, comme on a dit, on va avoir deux experts nationaux qui vont intervenir. Et la façon qu'on va procéder, je vais d'abord inviter pour M. Alain Guillaume à intervenir. J'espère entre 45 minutes et 50 minutes. On va prendre des questions et après on va passer à l'intervention de Frédéric Girachiri. Donc je vais introduire les deux intervenants et ensuite inviter Alain Guillaume à intervenir. Donc, M. Alain Guillaume est avocat au barreau de Port-au-Prince, professeur de droit public à l'Université Quisqueya depuis 2001. Il a un diplôme déjà approfondi en droit public de l'Université d'Orléans en France. Il est aussi titulaire d'un master en environnement et territoire de l'Université de Limoges. Il est aussi docteur en sciences juridiques de l'Université d'Aix-Marseille en France. Il fut professeur invité à l'Université d'Orléans. Il a aussi été officier d'affaires juridiques aux Nations Unies, expert légal de l'OEA et conseiller juridique au ministère de la Justice en Haïti. Il est associé au cabinet Frédéric Guillaume, qui est un partenaire de l'inspiration d'énergie en Haïti, avec lequel il travaille sur les thématiques du droit de l'environnement et de l'énergie. Il a collaboré avec des collègues étrangers dans les dossiers relevant des juridictions pénales internationales, notamment devant les chambres extraordinaires des tribunaux du Cambodge. Il a publié plusieurs articles dans des revues à comité de lecture et est l'auteur de contributions diverses publiées en Haïti et à l'étranger. Dans le domaine du droit d'énergie, il a travaillé pour l'ANANC en Haïti, la BID, le PNUD, et j'ai aussi eu la chance de travailler avec lui quand j'étais à Série Énergie du ministère de la Télécommunications sur différents thèmes, dont l'hydroélectricité et d'autres éléments importants où il a contribué à faire avancer les activités du secteur. Donc, je remercie Anne Guillaume d'être là avec nous ce matin. Je vais introduire rapidement aussi pour M. Chéry et après je pourrai inviter Alain à intervenir. Donc, M. Frédéric Girard Chéry est docteur en sciences économiques. Il est chercheur et professeur de l'université. Il a été membre de la Commission nationale de marché public, CNMP, 2005 à 2009. Il a travaillé sur les prévisions macroéconomiques, l'économie monétaire, l'économie du savoir, les finances publiques, l'économie de l'énergie. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Société économique et politique en Haïti, La crise permanente en 2005, L'économie et ses fondements cognitifs en Haïti, 2008, Le financement de la décentralisation et du développement local, 2009, L'action, l'État et l'économie en Haïti, 2010, La structuration de l'économie et la réforme de l'État en Haïti, 2012, La reconstruction de la goutte en 2020. Ces travaux de recherche montrent qu'Haïti peut passer d'une économie
repose sur la école à une nouvelle économie fondée sur la connaissance qui offre des opportunités à tous ces individus. Donc, je vais d'abord inviter le professeur Nigel à intervenir et après, on pourra s'arrêter pour prendre des questions avant de passer à l'intervention de professeur et Chéri. Je vous invite à mettre vos questions dans le Q&A pour ceux qui sont branchés sur le Zoom. Merci. Alain, à toi. Merci Nicolas, bonjour à tous et j'espère que vous me recevez assez bien. Et donc, on m'a demandé de faire une présentation portant sur la dimension juridique et en fait de l'attractivité d'Haïti pour les investissements, surtout les investissements internationaux dans le domaine de l'énergie et, et surtout dans le domaine des énergies renouvelables. Et donc, je vais commencer pour planter un petit peu le décor, par vous euh, parler de la notion d'attractivité juridique en général. Et ordinairement, quand on envisage des questions relatives à l'économie ou bien relatives aux investissements internationaux, on ne met pas l'accent, on ne met pas trop l'accent sur la notion, je dirais, d'attractivité juridique. Or, pour qu'un investisseur puisse s'intéresser davantage à une destination, à un pays, il faut non seulement qu'il y ait des facteurs d'attractivité d'ordre économique et des facteurs d'attractivité d'ordre politique aussi, mais il faut qu'il y ait des facteurs d'attractivité juridique. C'est-à-dire qu'il faut que le droit national, le système juridique national, soit accueillant. Il faut que ce droit soit favorable à, aux investisseurs, surtout aux investisseurs étrangers. Et il faut que ce droit procure à ces investisseurs-là, à tous les opérateurs économiques, un certain nombre d'avantages, comme d'abord la sécurité. La sécurité, là je parle de la sécurité juridique, c'est-à-dire que il faut que quand l'opérateur intervient dans un pays, il faut qu'il ait la garantie d'un minimum de protection du point de vue du droit et qu'il y ait une certaine stabilité des règles juridiques, que le droit ne change pas tout le temps. Et il faut également que le droit lui fournisse un certain nombre d'avantages spécifiques, notamment les avantages de nature et fiscale. Et il faut que ce soit un droit qui se révèle accueillant pour l'investisseur étranger, par exemple, qu'il n'y ait pas trop de restrictions en matière de droit de propriété ou bien en matière d'entrée et de séjour des étrangers au niveau du pays. Très souvent, les investisseurs étrangers réclament également qu'il y ait que le système juridique soit perméable à ce que nous appelons les, les modes alternatifs de règlement des différends et que ce soit l'arbitrage, mais que ce soit d'autres modes alternatifs de règlement des différends. C'est-à-dire que quand il y a un litige entre des partenaires ou bien entre différents acteurs, et que l'on ne soit pas obligé de recourir à la juridiction étatique. On y reviendra et on verra que toutes les contraintes que cela représente parfois de recourir aux juridictions étatiques. Donc, il faut que tout ce cadre-là soit disponible pour attirer l'investisseur. Donc, l'investisseur, eh, quand il va euh, choisir une destination pour aller établir ses activités, il va donc en général s'assurer des services ou bien d'un avocat d'affaires ou bien d'un fiscaliste ou bien dans certains cas d'un notaire pour lui fournir des informations pertinentes sur le système juridique national pour qu'il puisse voir est-ce que ce système juridique national est intéressant. De même,
le système juridique national doit présenter des avantages du point de vue du droit social, c'est-à-dire du droit du travail, c'est-à-dire les conditions de recrutement des salariés, les conditions également de licenciement des salariés, par exemple, pour motif économique. Euh, donc, l'investisseur, tous ces facteurs-là vont être du plus grand intérêt pour l'investisseur. On doit également ajouter que probablement l'autre intervenant, mon collègue, le docteur Seri, aura à parler peut-être des éléments d'attractivité économique même d'un pays, mais il faut dire que ces éléments d'attractivité économique sont consignés dans les règles juridiques. C'est pour ça que l'économiste et le juriste doivent forcément collaborer. Maintenant, si on prend d'un point de vue large, avant d'entrer dans ce qui nous concerne, Parce qu'on a perdu Alain. Attends pour voir s'il va revenir la rapidement. législation du travail, par exemple en matière de législation fiscale, les États se battent pour essayer d'être plus attractifs, pour essayer d'attirer le maximum d'investisseurs étrangers en leur offrant un cadre beaucoup plus favorable. Et par exemple, en matière fiscale, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce phénomène que l'on appelle, en utilisant un anglicisme, la commodification de la souveraineté, c'est-à-dire que la souveraineté de l'État devient pratiquement une marchandise, un élément d'attractivité, parce que comme l'État est souverain, il peut produire son propre droit et il peut produire son propre droit fiscal. Donc, il va s'arranger pour comparer les droits fiscaux étrangers et pour offrir beaucoup plus d'avantages du point de vue fiscal. Et c'est ainsi qu'on a certains États qui exagèrent même dans ce domaine, et les fameux paradis fiscaux. Et, mais en fait, l'attractivité en matière d'investissement, c'est tout un paquet d'avantages. Et des avantages en matière de droit social, je vous l'ai dit, des avantages du point de vue de la procédure civile et de la procédure commerciale, par exemple l'utilisation des modes alternatifs de règlement des différends, une attractivité du point de vue des procédures de conclusion des contrats, on y reviendra, et et également, il y a des notions, il y a des types de contrats, il y a des outils qui doivent exister dans un système juridique pour le rendre beaucoup plus attractif. Et on en avait mentionné certains. Et on reviendra, par exemple, sur les fameux partenariats public-privé qui constitue un indice même de l'attractivité d'une législation quand, dans un système juridique, on a légiféré sur les montages contractuels complexes que l'on appelle les partenariats public-privé. Et maintenant, en ce qui concerne le secteur de l'énergie particulièrement, et au niveau d'Haïti, on peut poser la question de savoir est-ce que le droit haïtien est attractif pour des investissements dans le domaine de l'énergie et particulièrement pour des investissements qui vont donner lieu à la constitution de ce qu'on appelle des partenariats publics-privés. Et, et là, d'abord, il faut situer le contexte. Et jusqu'à récemment, il y avait une situation de monopole en matière de production, de distribution, de commercialisation de l'énergie. Et, et cette situation de monopole s'est révélée insatisfaisante. Et cette situation de monopole a existé dans d'autres domaines également. Et par exemple, en matière, dans une certaine mesure, en matière d'eau potable et d'assainissement, et en matière de télécommunications à un certain moment. Donc, le contexte de la réforme du secteur de l'énergie, ça a été
ce qu'on appelle la crise des services publics en régie, donc les services publics et la crise des services publics en régie et en réseau, des services publics comme par exemple fourniture d'électricité, comme par exemple fourniture d'eau potable et d'assainissement, comme par exemple télécommunications, parce que on constatait que les services publics dans ce domaine faisaient l'objet d'une mauvaise gestion et les, les citoyens, les usagers s'en plaignaient et également l'administration, l'État avait du mal à supporter ces organismes autonomes qui étaient chargés de fournir ce type de service. Et, et là, on s'est interrogé pour savoir est-ce que la mauvaise gestion est intrinsèque au secteur public? C'est-à-dire que est-ce que dès lors que un domaine relève du service public, donc la gestion sera mauvaise? C'est pas certain. Mais du point de vue constat, et dans le cas d'Haïti, il y a eu une mauvaise gestion dans ce domaine, il y a eu une mauvaise performance dans ce domaine. Et deuxième élément du contexte, c'est que parallèlement au fait qu'il y avait une mauvaise gestion en matière de services publics en réseau, mais parallèlement, euh, l'État devait se recentrer sur ce qu'on appelle la police administrative, les fonctions régaliennes, et ne plus se consacrer exclusivement ou bien en grande partie à des services publics de fourniture, en quelque sorte, de biens ou bien de services. Donc, dès lors, le secteur de l'énergie a connu également cette crise dont on a parlé et des alternatives se sont présentées. Et ces alternatives se sont présentées dans un contexte où on a une constitution, en tout cas jusqu'à récemment, qui promeut une certaine neutralité économique de l'État. C'est-à-dire que l'État est là, l'État joue un rôle d'arbitre dans le secteur économique. Dans certains cas, l'État est prestataire de services, mais il n'y a aucune obligation juridique pour l'État de se positionner comme prestataire de services. Il peut le faire, tout comme il peut ne pas le faire. Donc, il y a une certaine neutralité constitutionnelle en matière économique et la Constitution favorise également, ainsi que les autres lois qui ont été adoptées, elle favorise globalement je dirais, une économie libérale où il y a plusieurs acteurs qui offrent des services et des biens. Donc, le droit haïtien a fait l'objet d'un certain nombre d'évolutions, de modifications pour pouvoir favoriser la concurrence et la diversité, et notamment dans le domaine énergétique, et on y reviendra. Mais pour pouvoir accueillir de nouveaux acteurs dans ce secteur-là, on a notamment recouru à différents mécanismes. Par exemple, il y a eu la logique de la privatisation. Et la logique de la privatisation qui a été en quelque sorte, j'allais dire, euphémisée en parlant ou bien de démocratisation ou bien de modernisation. D'ailleurs, il y a une loi sur la modernisation des entreprises publiques et qui concerne dans une certaine mesure le secteur de l'énergie, même si on n'est pas allé très loin s'agissant de la modernisation, entre guillemets, et du service public de l'énergie à l'époque. Et on, dans le cadre de cette logique d'ouverture vers le privé, on a promu un certain nombre de solutions, comme par exemple la gestion déléguée des services publics. C'est-à-dire que l'État peut continuer à avoir un service public, mais un service public de fourniture, par exemple, d'énergie ou bien d'eau potable ou bien n'importe quoi,
mais il peut déléguer l'exercice de cette compétence-là à des entités privées dans un cadre contractuel. Ça, c'est une option qui a été prévue dans la loi sur la modernisation des entreprises publiques. Il y a également des possibilités tout simplement de transfert du service public au privé et que l'État se défait complètement de de cette entreprise publique. Ce sont des possibilités qui ont été envisagées. Et cependant, on va voir que en matière d'énergie, il y a eu une ouverture progressive vers le secteur privé qui a commencé par avant même la loi sur la modernisation des entreprises publiques, depuis avec le décret de 1989 sur l'EDH, avec l'autorisation qui a été donnée à l'EDH et à travers le décret de 1989, l'autorisation qui lui a été donnée de conclure des contrats avec des acteurs privés pour acheter l'énergie électrique. Donc, le DH continuait à avoir le monopole, mais il pouvait eh, acheter de l'énergie en provenance d'entités du secteur privé. Depuis 1989, ça avait été prévu et au fur et à mesure, vous connaissez mieux que moi que cette possibilité a été plus ou moins utilisée. Et ensuite, on a eu et, un petit peu plus tard une ouverture qui a été consacrée et à travers notamment Est-ce qu'il y a un souci de connexion du pour côté de... tous les clients, tous ceux qui fonctionnent à l'intérieur du périmètre de la zone France. Et puis enfin, il y a eu le cas euh, des décrets de 2016 sur le secteur de l'énergie qui ont permis une ouverture plus ou moins générale du secteur de l'énergie à la concurrence au secteur privé avec trois décrets. Donc, le décret du 6 janvier 2016 sur l'autorité et de régulation du secteur de l'énergie, l'ANOCE, le décret du 6 janvier 2016 et sur le secteur de l'énergie pris en général, et le décret toujours de la même date, du 6 janvier 2016, sur l'électricité d'Haïti, sur l'EDS. Je vais essayer, et je ne suis pas très expert dans ce domaine, je vais essayer de voir s'il y a moyen de euh, partager euh, un plan de présentation. Tu peux me l'envoyer tu veux aussi Ah, par ok. email, je pourrais le Ok. faire si tu préfères. Ok. Donc, donnez-moi quelques secondes. Ah, bon, il faudrait que j'ai votre mail. Attends, laisse-moi. Tu as déjà fait même. Attends, laisse-moi Ok. avec chat. Euh, ou bien. Dadaïs. Euh, hum. J'ai mis bouton dans le chat aussi. Pardon? C'est dans le chat. Vous dites? Ah, ok, ok, c'est dans le chat. Ok. J'essaie de voir parce que apparemment je crois que les participants souhaiteraient avoir la présentation. Attendez. Voilà. Ok, ok. J'ai trouvé. Hum. Mais tu peux avancer et puis je pourrais Oui, partager. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc, Nicolas. Oui, donc il y a eu une certaine évolution en matière de législation, donc dans la législation sur l'énergie. Et
Ok, donc vous êtes censé le recevoir dans quelques secondes. Oui, D'accord. donc il y a eu quelques évolutions en matière dans la législation sur l'énergie. Mais là, il s'agit de réfléchir sur est-ce que, avec cette évolution-là, est-ce que l'on a un droit qui est véritablement attractif? Et pour pouvoir se positionner sur ce point, on va avoir, on va utiliser un plan classique en droit, en deux parties et deux sous-parties. Ça, c'est le défaut des juristes. Et donc, d'abord, au niveau du plan, donc on est à... ok. Oui. Donc, d'abord, on va voir que nous avons quand même un système juridique qui est ouvert au procédé de partenariat public-privé en matière d'énergie. Ce qui est un point positif, c'est-à-dire que nous avons un système juridique qui est attractif de ce point de vue. Parce que quand vous avez un système juridique qui ne permet pas le recours au partenariat public-privé institutionnel et au partenariat public-privé contractuel, on va voir la différence. Donc là, ça pose certains problèmes. Ça n'attire pas véritablement l'investisseur parce que l'investisseur ne voit pas comment il pourra intervenir dans ce pays-là, et parce que il ne peut pas constituer une structure pour travailler, pour fournir des services en matière énergétique, ou bien il ne peut pas conclure des contrats et il ne peut pas faire des montages contractuels suffisamment complexes avec des intervenants du secteur public pour pouvoir fournir ces prestations. Donc, dans ce cas, l'investisseur ne serait pas attiré. Donc, d'abord, on va voir que nous avons un droit qui est ouvert au procédé de PPP, partenariat public-privé en matière d'énergie. Et on parlera des PPP institutionnels, d'une part, et donc les sociétés mixtes, et d'autre part, on parlera des PPP contractuels qui sont prévus par la législation haïtienne. Mais on verra qu'en dépit du fait que notre droit est ouvert pour les PPP, mais notre droit comporte un certain nombre de faiblesses dans la manière dont il a consacré les PPP et qui n'est pas aussi, je dirais, optimale, aussi intéressante que ce que l'on retrouve dans d'autres destinations. Donc, qu'il y aurait lieu de modifier cette législation, de faire évoluer cette législation pour qu'il puisse avoir une meilleure appréhension de la notion de PPP. Et puis en deuxième partie, on va voir qu'il y a en même temps un manque d'attractivité du droit haïtien fondé sur les modalités de fonctionnement des partenariats publics-privés. Et là, on va mettre l'accent sur deux points. Le règlement des différends. Et là, on va soulever la problématique de l'arbitrabilité des différends qui impliquent les personnes publiques, c'est-à-dire quand il y a un conflit ou bien un litige entre personnes publiques et personnes privées, est-ce qu'il y a moyen de recourir à l'arbitrage, comment les juristes interprètent la question, comment les gens d'affaires interprètent la question, et que souhaitent-ils? Et puis également, il y a un problème qui se pose au niveau de l'attractivité fiscale, parce que notre attractivité fiscale à ce niveau-là, elle existe, mais elle est perfectible parce que la manière dont on a essayé de rendre la fiscalité haïtienne attractive pour les investisseurs, et cette manière-là pose problème, et parce que tout à l'heure, quand on parlait de attractivité juridique, on a insisté sur la notion de sécurité juridique, de stabilité du droit. On va voir que notre droit en matière fiscale, par exemple, en matière de fiscalité des affaires, est relativement instable et pour des raisons qui sont tout à fait discutables. Et ceci étant dit, donc d'abord, parlons d'une certaine prise en compte des PPP par le droit positif haïtien. En principe, le droit haïtien
dans son état actuel, et il n'est pas hermétique à la notion de PPP, et même il semble mentionner les partenariats publics-privés, même sans utiliser le terme. Et parce que dans le corpus juridique général d'Haïti, il y a un ensemble de règles qui permettent à ce que l'on puisse recourir à des partenariats public-privé, et particulièrement dans le secteur de l'énergie. D'abord, on a vu qu'il y a eu cette possibilité offerte à l'EDH de s'ouvrir en concluant des contrats avec des partenaires privés pour l'achat de la production d'énergie. Là, on n'était pas dans le domaine de PPP, puisque ce n'est pas un montage contractuel complexe. Cependant, et progressivement, avec les changements qu'il y a eu dans la législation, et particulièrement avec les décrets de 2016 et avec la loi de 2009 sur les marchés publics, qui touche également la question de la concession des services publics, eh bien, les concessions d'ouvrages de services publics, c'est-à-dire que vous avez des ouvrages de services publics, vous concluez un contrat avec le secteur privé pour qu'il prenne en charge ce service public et pour qu'il fournisse les prestations et se rémunère sur les droits payés par les usagers. Selon différentes modalités, on peut avoir un contrat qui prévoit que l'opérateur privé peut être obligé de construire, par exemple, la centrale et ensuite de l'opérer, c'est-à-dire de l'utiliser, de la gérer et ce faisant de produire l'énergie, de la vendre, de se rémunérer sur les droits versés par les usagers et à la fin pour pouvoir transférer éventuellement l'ouvrage à l'État, à la personne publique. Donc ce sont des possibilités qui sont prévues. Il y a également, et là encore ça remonte à des années avant les lois de 2016, il y a les PPP institutionnels. Les PPP institutionnels, ce sont les sociétés mixtes et que la loi permet de créer. Par exemple, depuis 1963, la législation haïtienne permet à l'État haïtien, donc à la République d'Haïti, ou bien à la commune, qui était la seule collectivité territoriale à l'époque, de s'associer avec des opérateurs privés, des personnes privées, pour créer une société donc, dont le capital sera mixte. Cependant, il y a un certain nombre de contraintes de gestion dans le cadre des sociétés anonymes mixtes, mais quand même, c'est une forme juridique qui est plutôt attractive. Il y a également, au moment de la modernisation des entreprises publiques, on a permis à l'État haïtien de pouvoir s'associer à des personnes privées par la création de ce qu'on appelle société d'économie mixte, c'est-à-dire en ouvrant le capital d'un organisme autonome, d'une entreprise publique pour le privé, pour pouvoir fournir de meilleurs services. Donc, c'est la logique des sociétés d'économie mixte. Ensuite, il y a eu, en 2006, avec les décrets sur la décentralisation, notamment le décret sur la commune, on a permis aux collectivités territoriales, particulièrement aux communes, de créer des sociétés mixtes avec des acteurs, des opérateurs privés, et notamment dans le domaine de l'énergie, parce que le domaine de l'énergie a été considéré comme un domaine qui relève des communes. Donc les communes ont la possibilité ou bien de gérer une centrale ou bien des activités en matière énergétique en régie, donc toute seule, ou bien en s'associant avec d'autres communes, ou bien en s'ouvrant vers le secteur privé. Et
Donc là, c'est encore la société et la possibilité de recourir à la société mixte. Donc le recours au partenariat public-privé institutionnel est permis par la législation haïtienne. Cependant, dans le domaine de l'énergie, ces textes-là ont été produits et comme, en fait, ces textes représentent différentes couches dans un même domaine et finalement, il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence qui fait que, par exemple, pendant que la commune a des compétences presque, des compétences garanties, des compétences légales et dans le domaine de l'énergie, mais en même temps, l'électricité d'Haïti a une compétence générale en matière de production, distribution, commercialisation de l'énergie sur tout le territoire d'Haïti. Là, c'était en fonction du décret de 1989, mais on va voir que même avec le décret de 2016, l'EDH continue à avoir la compétence générale, compétence territoriale générale pour tout le territoire. Pendant qu'on dit qu'on peut avoir des intervenants provenant ou bien des communes, ou bien d'entités mixtes, etc. Donc, là, il y a un problème de compatibilité entre les textes. Et ensuite, au-delà de la mixité, vous avez également le recours à ce qu'on appelle les partenariats publics-privés contractuels. On ne va pas trop s'étendre sur les différents types de partenariats publics-privés contractuels, mais on insistera sur un point essentiel. D'abord, vous avez la possibilité de créer et de conclure ce qu'on appelle des conventions de gestion déléguées de services publics selon différentes formes. C'est-à-dire que on a un service public qui relève de l'État ou bien qui relève de la commune. L'État ou la commune peut conclure un contrat avec le secteur privé pour qu'il puisse, avec une entreprise privée, pour qu'il puisse opérer dans ce domaine, pour qu'il puisse prendre en charge ce service public. Maintenant, selon différentes modalités, c'est pour ça qu'on parle de montage contractuel complexe. Par exemple, il peut avoir construire, l'opérateur privé peut avoir construire la centrale et l'opérer. Il peut avoir à récupérer une centrale préexistante, juste à la gérer, à produire l'énergie, à se rémunérer sur les usagers, ou bien il peut avoir tout simplement à gérer la centrale, gérer le service public et à être rémunéré par la personne publique, c'est-à-dire par l'État ou bien par une collectivité territoriale. Donc il y a différentes méthodes, différents types de partenariats publics-privés contractuels qui peuvent être utilisés. Il y a la concession d'ouvrages de services publics tels que c'est prévu dans la loi du 10 juin 2009 et qui porte également sur les marchés publics. Il y a également d'autres méthodes telles que le contrat d'affermage, la régie intéressée. Ce sont des différentes déclinaisons. Mais ce qui est important à souligner, c'est que, d'une part, en matière de contrat et de PPP contractuel, vous avez d'abord ce qu'on appelle un contrat nommé, qui est la convention de délégation de services publics, on peut l'appeler comme ça, et la convention de la loi de 2009 et de concession d'ouvrages de services publics. Et là, c'est un contrat nommé où on vous dit comment doit se conclure le contrat, comment il doit être exécuté, quels sont les principaux éléments qui doivent s'y retrouver. Et vous avez même des cahiers des charges types qui ont été produits par la CNMP, etc., donc qui facilitent la conclusion de ce type de contrat. Mais à côté de ça, vous avez un principe juridique qui est la liberté contractuelle des personnes publiques. C'est-à-dire que les personnes publiques sont libres de faire jouer leur imagination pour monter, pour constituer d'autres montages contractuels beaucoup plus compliqués et qui ne correspondent pas exactement à ce qui est prévu dans la convention, dans la loi de 2009. Donc, c'est des contrats innommés.
des contrats innommés qui peuvent être conçus en fonction de l'imagination contractuelle, si on peut exprimer comme ça, et des autorités étatiques ou bien des autorités municipales. Donc, il y a ces possibilités qui demeurent. Cependant, les investisseurs étrangers préfèrent en général que non seulement il y ait cette forme de liberté contractuelle des personnes publiques, et pour permettre aux personnes publiques d'imaginer des montages les plus appropriés, mais ils préfèrent aussi, ils souhaitent également que la loi ne se contente pas de prévoir un seul type de contrat nommé, mais qu'il y ait une multiplicité de contrats nommés. Par exemple, que le législateur imagine différentes formes de conventions de gestion déléguée de services publics et pour attirer l'investisseur, que ce ne soit pas forcément le produit de l'imagination des juristes au cas par cas pour produire pour réaliser d'autres types de contrats. Et ceci étant dit, donc là on voit que le droit haïtien est du point de vue des structures, du point de vue des PPP institutionnels, du point de vue des PPP contractuels, le droit haïtien est assez ouvert. Mais quand même, il y a des faiblesses qui sont liées au fait que le nombre de contrats nommés prévus est plutôt restreint. Ensuite, le fait que la législation a été adoptée par couches successives qui ne sont pas cohérentes, sans qu'il y ait forcément d'abrogation des textes antérieurs. D'ailleurs, parfois, deux textes disant quelque chose à peu près différent sont adoptés au même moment. Par exemple, la loi sur le secteur de l'énergie de 2016 qui prévoit l'ouverture pratiquement du secteur à la concurrence, qui a été pris, c'est pas une loi, c'est un décret, qui a été édicté le même jour que le décret du 6 janvier 2016 sur l'organisation et le fonctionnement de l'EDH. Or, le décret du 6 janvier 2016 sur l'organisation et le fonctionnement de l'EDH vous dit que l'EDH a une compétence générale pour tout le territoire national. Donc, comment on peut prendre une circonscription et permettre à ce qu'un intervenant privé puisse fournir les prestations dans cette circonscription-là, alors que cette circonscription-là, légalement, relève de l'EDH. En même temps, le décret de 2006 prévoit que le domaine de la fourniture de l'électricité, c'est clairement dit, la production, la fourniture de l'électricité relève des communes. Donc, vous avez ces couches successives de lois, de législation qui posent problème. Maintenant, il y a, en deuxième partie, le manque d'attractivité du droit haïtien qui est fondé sur les modalités de fonctionnement des PPP, particulièrement en matière de règlement des conflits et en matière de fiscalité. Et là, ça va être rapide, on va insister sur quelques points. D'abord, l'investisseur étranger, quand il arrive dans un pays et qu'il va constituer un partenariat public-privé institutionnel ou bien contractuel avec une personne publique, en général, il souhaite que ce contrat lui soit en grande partie favorable et il souhaite qu'en cas de litige, que le litige puisse être résolu de manière rapide. Donc, le plus souvent, il souhaite que l'on puisse recourir à l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? On ne va pas utiliser le gros terme juridique. L'arbitrage, c'est quoi? C'est en quelque sorte une justice privée. C'est-à-dire que quand il y a un litige, les deux parties peuvent s'entendre pour constituer une juridiction, pour nommer des juges privés et des experts, ou bien pour recourir à un centre d'arbitrage préexistant, donc dans le cadre d'une chambre de commerce par exemple, et faire entendre le litige par cette juridiction privée, et il s'engage à respecter la décision qui sera rendue par la juridiction privée. Le droit haïtien prévoit la possibilité d'utiliser l'arbitrage et dans le cadre d'un contrat ou bien dans le cadre de compromis arbitral. Mais
Avec un décret de 2005 sur l'arbitrage, justement, il y a un certain nombre de restrictions qui sont posées. Par exemple, et bon, bien entendu, pour les questions de famille et autres, on ne peut pas recourir à l'arbitrage. Bon, ça ne nous intéresse pas. Mais les personnes publiques, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, c'est-à-dire les organismes autonomes de tout type, ne peuvent pas recourir à l'arbitrage. C'est interdit. Là, ça pose un certain nombre de problèmes pour l'investisseur qui arrive. L'investisseur qui arrive, il va, s'il veut être dans une société anonyme mixte ou bien une société d'économie mixte, eh bien, la loi permet que la société d'économie mixte ou bien la société anonyme mixte recourt à l'arbitrage, par exemple, s'il y a un litige avec un individu, une personne privée, par exemple un client, mais la loi interdit que l'actionnaire privé recourt à l'arbitrage et dans le cadre d'un litige entre l'actionnaire privé et l'actionnaire public. Parce que dès lors qu'il y a une personne publique impliquée, on ne peut pas recourir à l'arbitrage. Donc là, ça pose problème au secteur privé. Mais vous allez me dire pourquoi le secteur privé s'intéresse autant à l'arbitrage. Eh bien, parce que l'arbitrage présente un certain nombre d'avantages par rapport aux juridictions publiques, aux juridictions étatiques. Un premier avantage, c'est qu'en général, l'arbitre est plus spécialisé dans le domaine. Par exemple, s'il y a un litige concernant le domaine de l'énergie, les parties, quand ils vont choisir des arbitres, ils vont prendre des personnes qui ont des expériences en matière de droit de l'énergie, des personnes qui ont expérience en matière de gestion et d'économie d'énergie, etc. Donc, des juges hyper spécialisés. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que l'arbitrage est plus rapide. Parce que l'arbitre, la juridiction arbitrale n'a pas beaucoup de cas à traiter. Donc, il va se concentrer sur un cas avec toute son expertise et il va rendre sa décision rapidement. Et vous savez qu'en matière d'investissement et en matière économique en général, le temps est très important. Ensuite, l'arbitrage a beaucoup plus de discrétion. Or, dans les relations d'affaires, même quand il y a un désaccord, on n'aime pas que ça fasse du bruit. Parce que si le problème est résolu par arbitrage, les personnes ne sont plus en dos à dos. Les personnes peuvent continuer à collaborer facilement. Alors que, si vous allez devant la juridiction étatique, et ça fait du bruit, publicité des débats, etc., donc les partenaires sont dos à dos. Donc là, ça pose problème. Donc c'est pour ça que le secteur privé aime autant l'arbitrage. Or, il y a une prohibition de l'arbitrage dans ce domaine. Bon, entre juristes, il y a eu un certain nombre de débats sur est-ce que c'est vrai qu'il y a une prohibition d'arbitrage parce qu'il y a une convention qui prévoit l'arbitrage en matière d'investissement qu'Haïti avait ratifié avant le décret de 2005. Bon, déjà, premier problème, le décret est intervenu après la convention. Donc, le principe, l'ex posterior dérogat priori, la loi nouvelle déroge à la loi ancienne. Maintenant, il y a des juristes qui vous disent que très bien, la convention internationale a une valeur supérieure à la loi, donc la loi ou bien le décret ne peuvent pas déroger à une convention internationale. Cependant, il n'y a nulle part dans le droit haïtien où c'est dit. Dans la Constitution, il est dit que la convention internationale, quand elle est régulièrement ratifiée, elle fait partie de la législation du pays. La législation, et elle abroge toutes les lois qui lui sont contraires. L'abrogation, ça concerne des textes préexistants. Or, le décret de 2005 a été adopté après. Donc, ça pose un problème. L'interprétation générale dans l'administration publique et dans les juridictions, c'est qu'effectivement, il y a une interdiction de recourir à l'arbitrage dans ce domaine. Et dès lors qu'il y a une personne publique impliquée. Maintenant, beaucoup de personnes pensent qu'il y a lieu de modifier la législation et de permettre le recours libre à l'arbitrage, et même quand le secteur public est impliqué. Cependant, il y a des juristes et d'autres personnes qui ont des réticences. Pourquoi? Parce que l'arbitrage a ses défauts également. Et l'un des défauts de l'arbitrage, c'est que vous imaginez que de grands intérêts publics sont en jeu et que l'État lui-même
décide de renoncer à sa propre juridiction qui émane des autorités démocratiquement constituées pour confier le litige à des particuliers, des arbitres privés qui vont rendre la décision. C'est un petit peu incohérent du point de vue démocratique, du point de vue constitutionnel. Ensuite, d'ailleurs, l'article 200 de la Constitution, 200 et suivant de la Constitution, réserve la compétence de la Cour supérieure des comptes dès lors qu'il y a conflit entre un administré ou bien un partenaire contractuel avec une personne publique. Donc, ça pose problème. Ensuite, il y a eu des cas retentissants à travers le monde qui ont posé problème en matière d'arbitrage, où l'arbitrage il y a des cas d'arbitrage truqués. Il y a également de nombreux cas où on voit que l'arbitrage est systématiquement favorable aux partenaires privés, à la partie privée, et l'arbitrage aboutit parfois à des décisions iniques, surtout par rapport aux populations et personnes indigènes et les personnes qui vivent aux alentours des usines ou bien des centrales de production, etc., et défavorables à l'environnement, etc. Donc, l'arbitrage est perçu dans le monde comme un gros outil en faveur du capitalisme et contre les peuples. Donc, cela fait que, même si le secteur privé est très favorable et les avocats d'affaires sont très favorables à l'arbitrage et même à l'arbitrabilité des conflits impliquant les personnes publiques, mais il y a beaucoup de juristes et beaucoup de personnalités politiques ou bien de la société civile qui sont réticentes par rapport à l'arbitrage et aux risques qu'il comporte. Maintenant, la réforme que l'on pourrait envisager en matière d'arbitrage pourrait consister tout simplement à permettre le recours à l'arbitrage aux entreprises publiques, et parce que quand vous avez une entreprise publique, par exemple comme le DH ou bien comme n'importe quelle autre, et l'entreprise ou bien la BNC, une banque commerciale publique, eh bien, c'est l'État qui se comporte en commerçant. Donc, comme c'est l'État qui se comporte en commerçant, et il doit avoir le même traitement que le commerçant. D'ailleurs, si vous regardez le droit qui régit les entreprises publiques, vous allez voir que leur personnel relève du droit privé du travail. Leur relation avec la clientèle relève du droit privé du travail. Donc, on peut prévoir dans la législation que pour les entreprises publiques, on peut avoir recours à l'arbitrage. Maintenant, on peut être plus réticent quant à l'arbitrabilité des litiges où l'État lui-même ou bien une collectivité territoriale serait impliquée. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais la plupart des PPP se font avec l'État ou bien avec la commune. Eh bien, là encore, on peut renouveler notre législation pour que, si on doit faire un contrat en matière de production d'énergie dans une petite localité du pays, ce ne serait pas nécessairement l'État ou la commune qui signerait avec un partenaire privé, mais ça peut être une entreprise privée, une entreprise publique. Par exemple, si on accorde à l'EDH la compétence générale, tel que c'est le cas actuellement, et maintenant, si l'EDH accepte que dans une région déterminée, qu'il y a un intervenant privé, eh bien, il y aurait un contrat entre l'EDH et cet intervenant privé. Un contrat de partenariat public-privé. Mais, là, comme le litige entre le DH et ce partenaire privé serait arbitrable, donc il n'y aurait pas de problème, parce que le DH est une entreprise privée et une entreprise publique. Donc, on peut prévoir l'arbitrabilité des litiges qui concernent les personnes et les entreprises publiques et les sociétés mixtes. Donc, c'est comme ça qu'on peut envisager, disons, une évolution. Donc, on a déjà épuisé ce point sur les nouveaux modes de consécration juridique des PPP. Donc, on doit tout simplement avoir une meilleure législation en matière de PPP, précisant une large palette de formes contractuelles qui peuvent être utilisées par les partenaires. Maintenant, un autre problème en termes d'attractivité, c'est l'attractivité fiscale.
Et vous allez me dire, ah, la fiscalité, c'est le domaine de l'économie, et probablement on va demander aux économistes, etc., d'en parler. Mais n'oubliez pas que le droit fiscal, que la fiscalité et que les impôts sont prévus dans les lois. D'ailleurs, il y a un principe que l'on ne respecte pas en général en Haïti, qui est le principe de la légalité de l'impôt. C'est-à-dire c'est la loi conçue et approuvée par le législateur seulement qui peut établir ou modifier un impôt. Or, en Haïti, on voit qu'il y a plein de décrets fiscaux qui circulent, c'est-à-dire que le gouvernement crée des impôts ou bien modifie des impôts. C'est une anomalie complète. Parce qu'il y a le principe du consentement à l'impôt, c'est le contribuable à travers son représentant, c'est-à-dire le parlementaire qui va accepter ou pas de payer l'impôt. Maintenant, en matière fiscale, quelle est la situation? En matière fiscale, les intervenants dans le secteur de l'énergie très souvent bénéficient d'avantages fiscaux. Par exemple, le Code des investissements et la loi sur les zones franches prévoient un certain nombre d'avantages fiscaux pour ceux qui interviennent dans le domaine de la production de l'énergie, mais qui respectent les conditions prévues dans le Code des investissements ou bien dans la loi sur les zones fraîches. Pour les zones fraîches, il faut produire l'énergie et la vendre prioritairement aux usines, aux installations qui se trouvent à l'intérieur de la zone fraîche. Et donc, il y a des avantages. Mais, quel est le problème qui se pose avec ces avantages fiscaux prévus, par exemple, dans le Code des investissements? Eh bien, c'est qu'il y a une instabilité législative qui affecte ces dispositions fiscales et favorables. Et à travers notamment les lois de finances. Bon, les lois et les décrets de finances. Parce que c'est une incongruité, mais ça existe en Haïti. Par exemple, actuellement, nous vivons sous l'empire d'un décret de finances, ce qui est une anomalie, parce que le budget est établi par la loi et non par un décret. Mais, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une instabilité. C'est-à-dire que le Code des investissements a prévu plein d'avantages. L'investisseur qui arrive en Haïti, il prend son Code des investissements, il consulte, il discute avec son conseil, et puis il sait quels sont les avantages qu'il va tirer. Mais, chaque année, quand on adopte le budget, on glisse une modification et ces modifications affectent le Code des investissements, par exemple. J'ai donné des exemples. Par exemple, vous avez le décret de finances pour 2020 et 2022 et 2023, qui dans ses articles 17 à 21 modifie plein d'avantages dont bénéficiaient les investisseurs au titre du Code des investissements. De même que dans le décret de finances de 2020, pour 2024-2025. Le même problème. Maintenant, j'ai entendu plusieurs commentateurs ou analystes économistes dire que on ne peut pas modifier une loi fiscale dans le budget. Ma réponse de juriste, c'est que c'est faux. Parce que si vous allez sur la loi, dans la loi, sur les lois de finances, la loi du 4 avril 2016, il vous dit que parmi les objets même d'une loi de finances, il y a la modification de la fiscalité ou bien l'adoption de mesures fiscales nouvelles. De même, si vous regardez dans la plupart des autres pays, dans le budget, on modifie des dispositions fiscales. Mais le problème qu'il y a en Haïti, c'est que ces modifications interviennent trop souvent. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas de codification. Et j'allais dire codification constructive. C'est-à-dire que dans les pays où il y a ce genre de modification, chaque année, les presses nationales de ces pays, produisent un code fiscal actualisé, tenant compte des modifications qu'il y a eu dans le budget. Donc les modifications que le budget a apportées à la loi fiscale. Or, en Haïti, ce que l'on constate, c'est que pour pouvoir comprendre une disposition fiscale, il faut avoir la loi fiscale d'origine et il faut avoir des dizaines de budgets en main. Pourquoi? Parce que chaque année, il peut y avoir des modifications. Et par exemple, s'il y a eu une modification en 2022-2023, en 2024-2025, et on n'en parle pas, on ne parle pratiquement pas de ces dispositions-là, et bien, les modifications de 2022-2023 sont encore en vigueur.
Donc, par exemple, si vous voulez savoir quel est le code des investissements qui est actuellement en vigueur en Haïti, il faut étaler sur votre table le code des investissements et peut-être une dizaine de budgets. Donc là, ça n'aide pas en termes de lisibilité et du droit fiscal. Donc ça, c'est un problème pour l'investisseur étranger. Et donc il y a une instabilité de la loi fiscale. Et là encore, j'ai donné des exemples où il y a eu cette instabilité qui a affecté non seulement le code des investissements, mais également la loi sur les zones franches, parce qu'il y a certains articles qui modifient la loi sur les zones franches dans des budgets. Et par exemple, il faut remonter au budget pour 2017-2018, aller dans celui pour 2022-2023, etc., pour arriver à connaître quel est le vrai code d'investissement qui est applicable en Haïti. Ça, c'est pas intéressant, même pour un juriste qui a l'expertise pour aller dans les textes, voire pour l'investisseur étranger. Donc là, ce sont des défauts à corriger, et peut-être même par la pratique. C'est-à-dire que les gens qui sont au niveau du pouvoir exécutif, qui préparent le projet de budget, le projet de loi de finances initiale, au niveau du Parlement, où on va recevoir le projet de loi de finances initiale, le voter pour le transformer en loi de finances initiale effectivement, eh bien, il faut qu'il y ait une conscience que, et si vous voyez qu'il y a une nécessité de faire un tas de modifications, eh bien, il faut penser tout simplement à refaire la loi fiscale, refaire le code des investissements. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il faut penser à codifier, mais faire une codification régulière de la matière fiscale, et en fonction des lois de finances de chaque année. Et là, les nouvelles technologies peuvent nous aider, puisque l'obligation, ce n'est pas de produire un code physique, mais on peut avoir un code numérique avec toutes les mises à jour, mais les mises à jour officiellement faites par l'État, par ceux qui ont le droit. Ce n'est pas les codes annotés que font les cabinets d'avocats ou bien les juristes, des professeurs de droit, des praticiens. Pourquoi? Parce que si moi je décide de faire un code annoté, eh bien ce code annoté, c'est une information que je donne, mais ça n'a aucune valeur juridique probante. Il faut que ce soit un code qui soit issu de l'administration elle-même, des autorités qui ont le pouvoir normatif eux-mêmes. Eh bien, pour conclure, j'avais prévu d'attirer votre attention sur ce qu'on appelle la fiscalité environnementale ou bien l'écofiscalité. Pour l'attractivité, pour plus d'attractivité en matière juridique, et notamment en matière fiscale, il faut qu'il y ait des législations qui interviennent en matière d'écofiscalité, c'est-à-dire des règles fiscales qui vont encourager des comportements et décourager d'autres comportements. Par exemple, si on a une législation qui encourage l'investisseur qui vient produire de l'énergie à partir des sources renouvelables, il va payer moins d'impôts, etc. Et il va avoir une période de grâce fiscale, par exemple, ou bien il va avoir une franchise douanière pour acheter le matériel nécessaire pour qu'il puisse produire l'énergie propre. Eh bien, ça, c'est un élément qui peut encourager. De même, quand il y a une manière, un processus pour produire de l'énergie, mais qui est particulièrement polluant, mais qu'on ne veut pas interdire tout simplement cette méthode, eh bien, on peut prendre une fiscalité qui pèse plus lourdement sur ce mode de production. Par exemple, l'investisseur qui vient et qui dit que, bon, d'accord, je vais produire de l'énergie, mais à partir du mazout ou bien à partir du charbon, eh bien, il peut avoir une fiscalité plus lourde. Alors que celui qui vient opérer un parc éolien ou bien l'énergie marémotrice ou bien l'énergie solaire, là, il va avoir des avantages fiscaux. Donc là, ce sont des points qui sont envisageables. Et on peut même aller dans, par exemple, la mobilité. Là, on fait un petit saut à l'extérieur. On peut aller dans la mobilité pour dire que, par exemple, une personne qui va utiliser, j'ai vu que le docteur Calix a parlé des véhicules électriques, et je crois qu'il y a une présentation sur ça. Eh bien, on peut avoir des normes
en termes de droits douaniers, en termes de fiscalité, qui soit plus favorable aux véhicules électriques ou bien aux véhicules hybrides par rapport, par exemple, aux véhicules diesel ou bien et aussi, et je vais conclure là-dessus. En Haïti, nous sommes un pays pauvre. Ça, et dans toutes mes interventions, j'attire l'attention sur ça. On est dans un pays pauvre où il y a plein de pauvres. Eh bien, en Haïti, un individu de classe moyenne, un professionnel, quel qu'il soit, il est condamné à acheter une grosse SUV, un gros véhicule tout-terrain. Pourquoi? Parce que vous avez les routes pour y passer, vous n'avez pas un système de transport en commun décent, donc il est obligé d'avoir un véhicule, et pas n'importe quel véhicule, il est obligé d'avoir un véhicule tout-terrain polluant. Et donc, alors qu'on est un pays pauvre. Alors que si vous prenez à côté, vous prenez le Danemark, l'un des pays les plus riches du monde, et ce n'est qu'un exemple, eh bien tout est fait pour décourager quel que soit l'individu, même s'il est acteur de cinéma, même s'il est mannequin ou n'importe quoi, même s'il est multimillionnaire, on fait tout pour décourager l'utilisation de véhicules individuels. Il y a le transport en commun propre, on encourage les mobilités douces, on encourage tout ça. Donc, je vous invite à réfléchir sur ce paradoxe qui est caractéristique d'Haïti. Un pays pauvre où on oblige chaque individu à avoir un gros véhicule tout-terrain polluant. Et à côté, le Danemark, un pays riche où même le multimillionnaire, même la première ministre peut utiliser le transport en commun, et c'est un transport en commun propre. Quand elle va arriver à son bureau, elle n'aura pas des vêtements salis ou bien des vêtements déchirés. Donc, j'attire votre attention sur ça et je vous remercie. Merci, Alain.